Madame Béatrice Matisse, pour les nécessités de l'enquête en cours, nous allons vous placer en garde à vue. Je sais que j'ai le droit de garder le silence. Mais je veux m'expliquer. Je n'ai pas tué Monique. Je suis allée la voir le soir de sa mort vers 19h35. Elle m'a fait la bise sur le seuil, mais mon arrivée la gênait. Elle semblait énervée, elle m'a dit « j'attends quelqu'un », alors je suis repartie. Elle a refermé la porte d'entrée pour me raccompagner. Alors pourquoi ne nous avoir rien dit il y a une dizaine de jours, lorsqu'on vous a entendu? Je suis l'ex de son mari. Je pensais qu'on allait m'accuser, me suspecter. J'étais paniquée. 48 heures après le début de sa garde à vue, Béatrice Matisse est mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Los, près de Lille. C'est alors le début d'une longue procédure judiciaire. 9 années d'audition, d'expertise, de contre-expertise, 9 années de rebondissement. Car dans cette affaire, tout n'est pas si limpide. Tout commence le 8 février 2003 à Coulogne, une petite ville paisible située à quelques kilomètres de Calais. Le corps d'une femme, Monique Lejeune, y est découvert sans vie, gisant dans son jardin. Elle a reçu 58 coups de couteau. L'enquête conduit les policiers à suspecter Béatrice Matisse, l'ex-épouse du mari de la victime. Mais toutes les pistes ont-elles été suffisamment étudiées? Après 6 ans d'instruction, Béatrice Matisse sera finalement renvoyée devant les assises de Saint-Omer pour y être jugée. Sera-t-elle reconnue coupable? Elle ne cessera de clamer son innocence. Pourtant, tout l'accuse. Dès le premier jour du procès, ce 5 octobre 2009, l'avocat de la défense s'attaque à ce qu'il considère comme des manquements dans l'enquête. À qui appartiennent ces traces de pas dans la mare de sang? Aux gens de la Ligue de la protection animale? À l'assassin? Avez-vous fait relever les empreintes de tous ces gens? Et le paquet de cigarettes? À qui appartient-il? J'ai besoin de savoir tout ça, moi. Et la trace de main ensanglantée sur le mur, elle est à qui? Contre toute attente, l'accusation reconnaîtra également, face aux jurés, avoir entre les mains un dossier mal ficelé. Je déplore les dysfonctionnements, les lacunes, les manquements de l'enquête. Dans une affaire si complexe, le devoir de rigueur s'imposait. Oui, la scène de crime a été polluée. Oui, le paquet de cigarettes retrouvé dans le jardin aurait dû être analysé. Malgré tout, je ne peux que demander la condamnation de l'accusé. Cette scène de crime, devenue l'enjeu du procès, on la découvre le 8 février 2003, au petit matin, à Coulogne, une ville résidentielle de la périphérie de Calais. Ce matin-là, lorsque Monique Doublecourt ouvre ses volets, elle a une mauvaise surprise. Dans la maison attenante à la sienne, sa voisine Monique Lejeune est couchée dans son jardin, inanimée. Elle était allongée sur le dos dans l'allée, pas loin de son entrée, quoi. Alors donc, ça m'a fait un choc. Je suis descendue tout de suite pour appeler mon mari, pour qu'il vienne appeler les secours. L'équipe de secouristes arrive sur les lieux. Mais il est trop tard. Monique Lejeune est morte. Les policiers du commissariat de Calais, accompagnés du médecin légiste, prennent alors le relais. On progresse par cette entrée, ce portail, ce petit portail, où on constate la première trace de sang et on arrive sur le corps de la victime qui est allongé sur le dos, la tête vers la porte d'entrée et les jambes vers le portail. Et immédiatement, je repère énormément de blessures au niveau du thorax qui me font immédiatement constater que c'est un homicide puisqu'il s'agit de blessures manifestement par arme blanche. À proximité du corps, un bouton qui ne semble correspondre à aucun des vêtements de la victime. Sur le côté gauche du mur, juste avant la porte d'entrée, la trace d'empreinte d'une main ensanglantée.
La porte est fermée. À l'entrée, devant cette porte, il y a une quantité de sang extrêmement importante sur le seuil. Par contre, entre ce seuil et l'endroit où se trouve la personne décédée, il n'y a aucune trace de sang. Curieux. La victime a-t-elle été transportée dans son jardin? Et pour quelle raison? A-t-elle pu, mortellement blessée, faire elle-même ces quelques pas? On avait la victime allongée à l'extérieur et on entendait des chiens qui hurlaient à l'intérieur. Et en fait, on se demandait s'il n'y avait pas d'autres victimes à l'intérieur. Donc, nous avons requis la Ligue protectrice des animaux pour extraire les chiens du domicile et pouvoir commencer nos constatations. Donc, on ouvre la porte du domicile et donc cette porte d'entrée a un effet racloir en fait, parce qu'il y a une quantité importante de sang dans le hall d'entrée. La porte a pu effacer des indices. Pour faire sortir les bêtes, les techniciens ont dû patauger dans les flaques de sang. La scène de crime est désormais difficile à exploiter. Il y a du sang partout et même sur le mur droit, hein, quand on ouvre la porte. Et ensuite, on a la porte d'accès à la cuisine. Et cette porte d'accès est ouverte. Et quand on entre de la cuisine, là, par contre, il n'y a plus aucune trace. Donc, on sait que ça s'est passé dans ce hall d'entrée. Et nous faisons une visite rapide à la recherche d'éventuelles autres victimes. Nous ne trouvons personne. Le reste de la maison ne pose aucun problème. Le pavillon est vide. Pourtant, Monique vit avec son mari Claude et l'un de ses fils, Pascal. Claude, Pascal, Franck, qui est aussi un de ses fils, sont dans la région parisienne chez la sœur de Claude, qui fête son départ en retraite. Alors Monique Lejeune, elle n'aimait pas quitter sa maison. La vie de Monique, c'était sa maison, son mari, ses chiens, ses petites courses, sa télé. C'est une femme tranquille, Monique Lejeune. En fin de matinée, prévenus par la police, les fils de la victime et son mari arrivent sur les lieux. C'est un mauvais film. Oh. Pas d'explication. Non, mais pas. Non, j'ai rien, je peux pas vous dire rien, c'est pas. Les Lejeune habitent dans ce quartier résidentiel depuis plus de 30 ans. Je fais faire une enquête de voisinage et j'apprends que Madame Lejeune avait des problèmes de voisinage avec un voisin. Tout le monde avait des problèmes avec ce voisin en question qui ne supportait pas qu'on se gare devant chez lui. À ce stade, je dirais qu'on part sur un différend qui a mal tourné. Le jour même, la PJ de Lille prend l'enquête en main et se rend immédiatement chez le voisin en question. Il est placé en garde à vue au commissariat de Calais. L'homme est très vite mis hors de cause. Cependant, il va livrer aux enquêteurs un détail intéressant. Le voisin, dans le cadre de son audition, nous révèle que la veille au soir, vers 19h30, il a vu partir de chez Monique un de ses fils, Jean-Luc, et il le voit partir à vélo. Voilà, il quitte le domicile et il s'en va de chez sa mère. Donc ça, c'est un élément, effectivement, qui est intéressant pour les enquêteurs. Et on cherche à savoir qui il est, effectivement. Voilà. Jean-Luc est le fils aîné de la victime. Il serait donc la dernière personne à avoir vu sa mère vivante. Une autre piste s'offre aux enquêteurs. Le dimanche matin, 24 heures après la découverte du corps de Monique Lejeune, les policiers se rendent donc à Calais, chez Jean-Luc. On se présente au domicile. Jean-Luc est là avec sa concubine. Pas de problème, bien sûr, pour nous inviter à entrer chez lui. On l'avise de la raison pour laquelle on vient l'entendre, qui on est, évidemment, et qu'on va procéder à une perquisition. Mais vite, on va se rendre compte que c'est un garçon qui est plutôt fragile. C'est quelqu'un qui est dépendant des autres pour tout ce qui est administration notamment, donc il se rend souvent chez sa mère, ses proches, pour qu'on l'aide à rédiger les papiers, à l'aider dans son quotidien en fait. Les policiers commencent la perquisition. Ils s'intéressent d'abord aux parties communes de l'immeuble.
Dans la cage d'escalier, on découvre donc sur les marches, à quelques marches de la porte, qui donne accès au palier, on découvre quelques taches de sang, 3-4 taches. Elles sont vraiment très visibles. Et elles sont récentes en plus. Il y a des traces de sang aussi sur une porte du palier, palier commun au domicile, au logement de Jean-Luc. Dans les parties communes, les enquêteurs tombent sur le vélo de Jean-Luc et, là encore, un détail attire leur attention. En fait, c'est visible sur le cadre des taches brunâtres, des taches, on va dire, suspectes. Donc c'est évident que ça, on sait jamais. Imaginons que Jean-Luc soit l'auteur des faits et vu l'horreur de la scène, effectivement, on peut penser qu'il ait du sang, en tout cas sur lui, ou qu'il ait eu des projections de sang, qu'il ait touché son vélo en repartant, etc., etc. Jean-Luc est placé en garde à vue au commissariat de Calais. Il va devoir s'expliquer sur son emploi du temps du vendredi 7 février. Il serait allé voir sa mère vers 18h, comme souvent après le travail. Il se souvient qu'il arrive, il pose son vélo près de la porte d'entrée. Sa mère, évidemment, le reçoit. Donc, ils vont boire une coupe de mousseux avec sa maman. Elle va lui couper les cheveux. Donc, tout ça, c'est conforté par les constatations qui ont été faites, effectivement, dans la cuisine. Et puis, tranquillement, vers 19h, 19h30, il va reprendre la route, il va reprendre son vélo avec une bûche glacée qu'elle lui remet, ainsi qu'une cassette vidéo pour son programme de la soirée. C'est certainement à cette occasion que le voisin aura vu Jean-Luc. Jean-Luc explique ensuite aux enquêteurs être allé voir son beau-frère, Christophe, qui habite au-dessus de chez lui. Les policiers s'y rendent immédiatement. Et en perquisitionnant l'appartement, ils font une trouvaille. Il y a une machine à laver qui a visiblement tourné il n'y a pas longtemps et dans laquelle se trouvent encore des vêtements. Donc ils sont extraits du tambour de la machine et notamment relevé un pantalon qui présente des traces suspectes également, des traces brunâtres, dont on a du mal à déterminer l'origine. Et quand ils regardent le pantalon, ils s'aperçoivent bien que ça ne peut pas être le pantalon de Christophe. Il est bien trop court, il est bien trop petit. Et donc, du coup, à qui appartient ce pantalon? Est-ce que c'est le pantalon de Jean-Luc Flamand? Est-ce que ce sont des taches de sang qui se sont retrouvées aussi sur le vélo, dans les parties communes de l'immeuble? Ils vont imaginer que ce pantalon a été utilisé par Jean-Luc et que Christophe, éventuellement pour lui rendre service, l'a pris pour le laver. Au commissariat, la garde à vue a débuté depuis 4 heures déjà. Les policiers décident de corser l'interrogatoire. Ces taches de sang trouvées à votre domicile et ce pantalon trop court dans la machine de votre beau-frère. Jean-Luc s'embrouille un peu, mais il reste sur ses positions. Quand il est parti, sa mère était bien vivante. Il ne s'est pas disputé avec elle, il n'a rien à voir avec ce crime. C'est un garçon qui n'a pas nécessairement les moyens intellectuels de monter quelque chose qui ressemblerait à un scénario et de le soutenir, surtout, sous la pression des policiers. Enfin, c'est quelque chose d'assez improbable. Et on n'a pas le mobile. Enfin, pourquoi la tuer alors qu'il a eu la bûche glacée, la cassette vidéo, il a bu un verre, il s'est fait couper les cheveux. Enfin, il n'y a aucune raison, effectivement, pour que brutalement, il passe à l'acte. Les policiers sont sur le point de libérer Jean-Luc quand, en fin d'après-midi, un couple se présente au commissariat. Alors, ce couple vient au commissariat pour signaler que leur téléphone, en fait, a sonné, le monsieur a décroché, et au bout du fil, il entend une conversation. On entend au loin 2 femmes qui parlent entre elles, qui dialoguent entre elles, qui parlent d'un pantalon à laver, qui parlent d'un alibi, qui parlent d'un Jean-Luc qui est dépressif, qu'il faut aider. Le numéro de téléphone est inconnu. L'appel, sans doute déclenché par erreur. Mais les policiers retrouvent vite le propriétaire. Il s'agit de Christophe, le beau-frère de Jean-Luc. L'homme du couple venu témoigner le connaît bien, puisqu'il est son éducateur. Est-ce que c'est effectivement la volonté chez des personnes d'aider en fournissant un alibi à un présumé coupable, ou est-ce que tout simplement c'est tout à fait l'idée de vouloir aider quelqu'un qui est suspecté à tort, qui est simple d'esprit et qui est en garde à vue? On ne sait pas. Les policiers sont partagés. La garde à vue est limitée à 48 heures. Mais voilà, cela fait déjà 12 heures que Jean-Luc est auditionné.
On se dit, si jamais, par la suite, allez, au niveau des constats sur le vélo, au niveau des prélèvements qui ont été faits, si, évidemment, il y a un élément qui ressort, bah, on va garder un petit peu de temps devant nous pour réentendre Jean-Luc. Le soir même, Jean-Luc est donc libéré, mais néanmoins placé sur écoute. Reste à attendre les résultats des analyses des prélèvements effectués chez lui. Le lendemain, soit 2 jours après le drame, le médecin légiste procède à l'autopsie. La victime a été criblée de coups de couteau. Au total, nous constatons 50 plaies. Mais certaines plaies sont très complexes et témoignent de plusieurs pénétrations d'une arme blanche à l'intérieur du corps. L'analyse très précise de l'ensemble de ces plaies nous fait évaluer le nombre de coups portés à 58 au total. Le médecin légiste situe la mort de Monique Lejeune entre 20h et minuit. La victime n'aurait pas agonisé plus de 5 minutes. Nous avons des blessures de défense, en particulier au niveau de l'avant-bras et du bras gauche, des lésions qui sont manifestement des lésions qui ont été faites par l'arme blanche, alors que la victime essayait de se protéger. Une lutte à mort, un face-à-face sanglant avec, comme unique arme, un long couteau. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule arme, le fait que manifestement toutes les blessures ont été faites de face, évoque qu'il n'y ait qu'un seul auteur. Un seul auteur, mais qui s'est acharné et avait selon toute vraisemblance de la poigne. Bah, quand on voit la violence des coups portés, le nombre, on se dit, le mec, on parle d'un homme, évidemment, on pense, le mec, il doit être balèze, ça doit être un costaud, et athlétique en tout cas, ou en tout cas beaucoup plus costaud que la victime, qui elle-même est déjà, c'est pas une personne fragile ou frêle, hein, elle est de forte constitution, elle pèse plus de 80 kilos, et c'est visiblement quelqu'un qui s'est défendu, elle s'est pas laissée abattre. Or, Jean-Luc n'est pas franchement costaud. Ça ne colle pas. Un appel du laboratoire d'analyse va définitivement dissiper les doutes des enquêteurs. Il apparaît que les traces de sang qu'on a pu retrouver sur la bicyclette ou sur le cagibi, la montée d'escalier, sont des taches de sang animal. S'agissant des traces qui maculaient le pantalon, on apprendra plus tard qu'il s'agissait tout bêtement de taches de cambouis. Quant à cette conversation surprise par le couple venu témoigner, davantage la preuve d'une maladresse que celle d'une ruse. Les écoutes téléphoniques n'ont rien donné non plus. 2 semaines d'enquête sans aucun résultat, donc. Pour les enquêteurs, plus rien n'accuse Jean-Luc. Lors des 2 procès en 2009, puis en 2012, la piste Jean-Luc sera cependant reprise par la défense comme un élément trop vite mis de côté. L'avocat interrogera les différents enquêteurs à ce sujet. Vous avez des témoins qui vous apportent l'existence d'une conversation téléphonique entre 2 femmes où il est question de trouver un alibi pour Jean-Luc. Un pantalon doit être lavé. Qui sont ces 2 femmes? Vous avez trouvé un pantalon chez le beau-frère. Le lui avez-vous fait essayer? Et à Jean-Luc? J'aimerais bien qu'on lui fasse essayer le pantalon à Jean-Luc. Les policiers, persuadés, eux, de l'innocence de Jean-Luc, le fils de la victime, reprennent donc l'enquête de zéro. Ils ont un profil supposé du tueur. Un homme plutôt costaud, et la conviction que Monique Lejeune n'a pas été tuée le 7 février par hasard. Les policiers vont très vite comprendre que Monique n'était pas seule en principe. Claude quittait très rarement la maison, il y avait toujours un défi, Pascal qui vivait là à cette époque, et que donc l'agresseur devait savoir que Monique serait seule ce soir-là. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde, Monique, à nouveau, elle est assez méfiante, fréquentant pas beaucoup les gens. Et que donc, si elle a ouvert aussi facilement ce soir-là, c'est qu'elle connaissait son agresseur. Les policiers du SRPJ de Lille penchent donc pour la piste d'un proche. Ils s'installent au commissariat de Coquelles et décident de convoquer tous les membres de la famille Lejeune. Les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. Tout le monde est entendu et ressortent de ces auditions une famille soudée, une famille unie. C'est une famille recomposée, il y a des enfants de chaque côté. Claude Lejeune a eu des enfants avec son ancienne femme.
Il y a Jean-Luc Flamand et ses frères qui sont sans histoire également. Et tout ce monde a l'air de bien s'entendre depuis toujours et de cohabiter de manière parfaite. Tous parlent de Monique avec émotion. Elle n'a pas eu une vie facile, Monique. Mariée à 20 ans avec un homme violent, elle finira par le quitter. Elle a 3 fils, Jean-Luc, Franck et Pascal, qu'elle élève alors seule. Jusqu'à ce qu'elle retrouve au début des années 80, Claude Lejeune, qu'elle connaît depuis l'enfance. Il a 10 ans de plus qu'elle. Lui aussi a divorcé. Lui aussi a déjà des enfants. 5 grandes filles âgées de 14 à 20 ans. En 1984, le couple se marie à la mairie de Coulogne, où il s'installe avec les 3 fils de Monique. Les années passent. Cette famille recomposée semble cohabiter dans la bonne entente. Monique en est la colonne vertébrale. Monique, c'est la mater familias. Elle mène un peu son monde. Elle est pas à la baguette, hein, mais elle est au centre, Monique. Elle est au centre, on lui fait confiance. C'est une autorité morale. On écoute les fils, le mari, on écoute Monique. On comprend pas qui dans cette famille, visuellement aussi bien, qui s'entend si bien, aurait pu avoir une telle haine de cette personne qui passe pour tout le monde comme l'élément moteur et l'élément de cohésion en permanence. Tout semble donc aller pour le mieux dans la vie de Monique. Un cauchemar pour les enquêteurs. On est dans l'impasse, c'est vrai qu'on est un petit peu, on est un peu perdu, il faut le reconnaître, puisqu'on n'a pas d'autres éléments, on n'arrive pas à prendre un fil de quelque chose pour tirer dessus, quoi. On est complètement creux. 1 mois déjà, et l'enquête est au point mort. Quand le laboratoire fait une nouvelle découverte. Un ADN différent de celui de la victime a été retrouvé sous ses ongles, et c'est celui d'une femme. Grâce à cet ADN féminin, les policiers vont pouvoir relancer leurs investigations. Donc on est plus ou moins content, entre guillemets, et puis en même temps interpellé parce que c'est de l'ADN féminin. Et donc là, on comprend pas trop. On se dit, bon, ok, on était parti sur un mec et là, on arrive sur une nana. Il va falloir effectivement là, qu'on se recentre parce que ça devient intéressant. Toutes les femmes qui fréquentent Monique Lejeune sont alors rappelées pour une audition et un prélèvement génétique. Ses voisines, les filles de son mari Claude Lejeune et leur mère. Béatrice Matisse, qui elle n'a pas encore été entendue. Béatrice Matisse, c'est l'ancienne compagne de Claude Lejeune. Ils ont eu 5 filles ensemble. Ils sont séparés depuis de nombreuses années. Béatrice Matisse et Monique Lejeune se connaissent, entretiennent des bons rapports cordiaux, mais ne se fréquentent pas plus que ça. Elle va dire, ça fait 1 mois que je n'ai pas vu Monique. Elle explique aussi d'ailleurs que depuis plusieurs années, elle est rentrée 2 fois dans le domicile, c'est quelqu'un qu'elle ne fréquentait pas, c'était bonjour, bonsoir, etc. De toute façon, ça faisait 1 mois et demi qu'elle n'avait pas vu. Tout ce petit monde repart chez soi. Et les policiers attendent que les prélèvements salivaires parlent. Mais 10 jours plus tard, le 27 mars, surprise au commissariat de Coquelles. Le chef de poste nous avise, Madame Matisse souhaite rencontrer les enquêteurs de la PJ pour discuter, ou en tout cas elle a des choses à dire. Ah, bon, ok. Et elle vient nous dire, écoutez, je vous ai menti. Le vendredi soir, puisque ça s'est passé, l'assassinat, dans la nuit du vendredi au samedi, je suis allé à 19h30 voir Monique. Stupeur, évidemment, chez les enquêteurs qui l'écoutent parler. Et le but de la visite de Béatrice à Monique ce soir-là était d'organiser un repas de famille pour apaiser un petit conflit passé. Monique prend ça d'une façon assez dubitative et puis voilà, l'évince rapidement. Béatrice Matisse poursuit alors son explication. Et puis, à un moment donné, elle m'a raccompagné sur le seuil de la maison. Elle a trébuché parce que c'est une femme qui avait des pertes d'équilibre, qui ne voyait pas bien, elle a une mauvaise acuité visuelle. Elle s'est raccrochée à moi, et en se raccrochant à moi, elle a provoqué sur mon avant-bras une légère écorchure. Donc, si ADN sous les ongles de Monique il y a, c'est sans doute le sien, mais que si c'est le sien, eh bien, l'origine de cette présence d'ADN sous les ongles de Monique, c'est ça.
Et si je vous ai pas dit la vérité, c'est parce que j'avais peur que, en gros, vous pensiez que c'est moi l'auteur de l'assassinat. Les policiers ont une conviction. Le témoin sait que son ADN va ressortir tôt ou tard, alors elle prend les devants. Béatrice Matisse, 58 ans, devient le suspect numéro 1. Vous avez une personne qui vient vous dire, alors qu'elle soutenait Mordicus, non, je ne l'ai pas vu depuis des mois. Si, finalement, je viens vous voir parce que, voilà, je voudrais vous dire la vérité. C'est pas que ce soit intéressant, c'est qu'évidemment, là, on a quelque chose qui nous pousse, évidemment, à la placer immédiatement en garde à vue. Béatrice Matisse, ce petit bout de femme d'1,51 m pour 50 kilos, n'a pas froid aux yeux. Merci. La garde à vue est tendue, elle joue gros, mais reste sur sa version des faits. L'ambiance, c'est comme on pourrait dire space, parce qu'on a à la fois quelqu'un qui vient vous parler spontanément, et puis qui, en fait, dès que vous lui posez quelques questions, ce qui est normal dans le cadre d'une enquête criminelle, se braque totalement, sous-entend que de toute façon, ça peut être qu'une enquête bidonnée. Tout ça, je vous dis, fait que le courant passe très mal pendant le temps de la garde à vue, ça c'est clair. Le jour même, les enquêteurs perquisitionnent son domicile. Béatrice Matisse habite dans son ancienne épicerie, à Calais. Quand ils entrent, les policiers n'en reviennent pas. Chez elle, c'est un capharnaüm terrible. Pour moi, ça ressemble plus à un squat qu'à un domicile. Franchement, quand on voit les monts d'ordures disséminés dans la cuisine, dans la pièce de vie, on se demande où elle vit. Elle dit c'est là, un matelas, un pucier, quoi, ni plus ni moins. C'est une horreur. Et dans un coin de la pièce principale, un poêle avec des restes de vêtements brûlés. Elle déclare qu'elle a brûlé effectivement des vêtements. De temps en temps, voilà, quand elle doit se débarrasser de certaines choses, elle les brûle dans ce feu. Et pour nous, voilà, c'est possible qu'elle ait brûlé les vêtements de ce soir-là dans le feu, chez elle. Pourquoi pas? Comme Monique Lejeune, Béatrice Matisse a la réputation d'être une femme fière, au caractère bien trempé. Béatrice Matisse, c'est un peu le pendant de Monique. C'est une femme de tête. Et j'ai envie de dire, et je le dis, c'est une femme certainement courageuse. Elle a épousé Claude à l'âge de 18 ans, très jeune. Elle a eu 5 filles, de façon extrêmement rapprochée. 5 grossesses, pendant lesquelles Béatrice continue de s'occuper avec son mari Claude Lejeune de la petite épicerie familiale. Et puis un jour, c'est elle qui a décidé de quitter Claude. À une époque où les femmes ne quittaient pas nécessairement leur mari. Elle ne s'entend plus avec Claude. Béatrice l'accuse d'être un peu trop portée sur la bouteille. Leur mariage prend l'eau. En 1974, Béatrice demande le divorce. Ils avaient divorcé par consentement mutuel. Et Béatrice avait élevé ses filles, ses 5 filles, en travaillant, puisqu'elle était patronne, entre guillemets, d'un bar. Le Vendôme, sur le port de Calais, qu'elle fait tourner seule pendant 20 ans. Et puis, c'était aussi une figure derrière son bar, Béatrice, parce que les clients, anciens clients de Béatrice, qui vont être interrogés par les policiers, vont tous dire que c'est une femme très sympathique, qui tenait bien son commerce, et qui ne se laissait pas enquiquiner par un client mauvais payeur ou un peu ivre. C'est une femme de tête, Béatrice. Mais en 2000, Béatrice Matisse doit vendre son café. C'est à ce moment-là, à 55 ans passés, qu'elle commence à embarquer régulièrement pour l'Angleterre. Elle va aller bosser en Angleterre, alors elle explique qu'elle fait régulièrement la traversée, qu'elle reste là-bas des semaines, voire des mois entiers, que là-bas, elle travaille dans des petites brasseries, des restaurants, des cafés, qu'elle dort pour la majeure partie du temps dans sa voiture. Elle part, quoi, elle vit là-bas toute seule. Une vie remplie de zones d'ombre, qui pose question. Ces filles, lorsqu'elles s'en vont 8 mois en Angleterre dans l'année, parce qu'elles partent pour des périodes de 8 mois, ne savent même pas où la joindre. Ils ne savent pas ce qu'elle fait, c'est pas pour qui elle travaille, c'est pas comment elle vit. Alors bon, on va échafauder, j'ai trouvé ça choquant, des hypothèses selon lesquelles Béatrice pourrait faire commerce de ses charmes, si vous voyez ce que je veux dire, en Angleterre, ce qui ne repose d'ailleurs sur rien. Après 48 heures de garde à vue, le couperet tombe.
l'ADN féminin retrouvé sous les ongles de la victime est bien celui de Béatrice Matisse. Fidèle à elle-même, elle fait front et reste confiante. Mais pour les policiers, tout l'accuse. L'ADN, ses mensonges, sa vie et ses zones d'ombre. 6 ans plus tard, en 2009, lors du premier procès de Béatrice Matisse à Saint-Omer, l'avocat général face au juré fera de ces éléments le socle de son réquisitoire. Elle a menti la première fois qu'elle a été entendue. Et quand on lui a prélevé de l'ADN, ça a eu l'effet d'une bombe à retardement. Encore un petit détail. Et vous savez, les détails, ça fait tout dans les affaires d'homicide. La première fois où elle est entendue, Madame Matisse garde son manteau, alors qu'il fait chaud. Pourquoi? Parce qu'elle souhaitait cacher la trace qu'elle avait encore sur son avant-bras, 45 jours après les faits. L'avocat de la défense restera, lui, imperturbable, certain d'avoir une enquête bâclée entre les mains. 2 charges pèsent contre ma cliente. Elle a menti, comme tout le monde l'a fait. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du mensonge, mais mentir, ce n'est pas un crime. Mentir, c'est humain. Et oui, on va retrouver son ADN sous les ongles de Monique Lejeune. Elle s'en est expliquée. Monique Lejeune a trébuché, elle s'est accrochée à elle sur son bras, a laissé ses traces. Elle ne voulait pas les montrer. Ça peut se comprendre. Persuadée que cette explication a convaincu les policiers, Béatrice Matisse, à l'issue de sa garde à vue, est toujours aussi confiante. Déférée au tribunal de Boulogne-sur-Mer, elle va maintenant être entendue par la juge d'instruction. Elle aborde cet entretien, semble-t-il, sans avoir véritablement saisi les enjeux, sans avoir véritablement saisi le poids des éléments qui pèsent contre elle. Et à l'issue de son entretien avec le juge d'instruction, elle est mise en examen et également placée en détention. Là, c'est le monde qui s'écroule sous ses pieds, là, littéralement. Je vais en prison, mais pourquoi? Parce que les éléments, on te l'a expliqué. Et voilà, il ne peut pas en être autrement. Voilà. Le magistrat ne va pas te remettre dehors. Alors que Béatrice Matisse est escortée par les policiers dans la voiture qui roule vers la maison d'arrêt de Los, l'affaire va prendre un tournant inattendu. C'est les enquêteurs qui l'expriment après, qui témoignent. Ils disent, voilà, on était à peine dans la voiture, Béatrice Matisse, c'était pas bien, ils nous disent, là, ça s'est mal passé, j'ai pas confiance dans cet avocat, je voudrais changer d'avocat, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Et elle dit, c'est elle qui pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais la réponse, c'est, dire la vérité. C'est ce qu'on te demande depuis 2 jours. Et là, elle va craquer en disant ok, d'accord, je vais le dire, quoi. Oui, c'est moi qui ai tué Monique. Et disent les policiers. Elle va leur donner des détails sur la façon dont les choses se sont passées. Elle explique, je suis venu parce que je voulais effectivement organiser quelque chose, mais Monique m'a mal reçu. Elle ne m'a pas calculé, elle a été vraiment désagréable, on ne peut plus. Monique l'a prise de très haut, elle lui a dit que ses filles étaient de véritables salopes, qu'elle ne voulait plus les voir, etc., etc. Ça s'est mal passé, j'ai vu rouge. Monique a claqué sa porte, moi je suis reparti. Elle explique ensuite s'être rendue jusqu'à sa voiture pour y prendre un couteau qu'elle garde toujours pour se protéger en cas d'agression lorsqu'elle est en Angleterre. Elle dit donc se saisir de ce couteau, revenir donc sonner à la porte. Monique rouvre la porte. Et dans un moment de colère terrible, eh bien, je lui ai donné plusieurs coups de couteau, elle s'est défendue, elle m'a repoussé, elle n'est jamais tombée. Et on s'est retrouvés même dans le jardin à un moment donné parce qu'elle a réussi à me repousser dehors. Le combat est inégal puisque à un moment donné, elle dit même j'ai cru que l'arme allait se retourner contre moi, qu'elle allait finalement avoir le dessus. Mais que quand elle est partie, Monique Lejeune était toujours vivante et qu'elle l'a vue se précipiter derrière elle dans l'allée de la maison. Et puis je suis parti, je l'ai laissé là, j'ai jeté le couteau dans un conteneur, etc. Donc on est dans un état de sidération totale chez les enquêteurs. Selon les policiers, ses aveux sont criants de vérité.
et colle en tout point aux premiers éléments de l'enquête. Elle va reconnaître certaines choses qu'elle seule pouvait savoir d'ailleurs, qui n'ont jamais été dévoilées pendant le temps de l'enquête. Le problème, c'est que la garde à vue est terminée. Seule la juge est habilitée à entendre les aveux de Béatrice Matisse. On est hors cadre légal de toutes les façons. Personne ne peut constater, entendre un aveu de cette façon-là. Et donc la difficulté pour eux, c'est de figer tout de suite la chose, c'est-à-dire de consigner d'une façon ou d'une autre les aveux de Béatrice Matisse. Donc les services de police qui ont immédiatement saisi la difficulté cherchent à prendre attache avec le juge d'instruction qui leur demande depuis la maison d'arrêt d'inviter Madame Matisse à former une demande d'interrogatoire. 4 jours plus tard, c'est chose faite. Mais devant la juge, rien ne se passe comme prévu. Béatrice Matisse refuse de réitérer ses propos, explique avoir été mise à bout par les policiers, explique avoir inventé toute cette histoire pour avoir la paix et refuse catégoriquement de revenir sur cette version des faits. Alors elle explique qu'elle a fait carrément l'objet de violences psychologiques dans la voiture, qu'elle était harcelée et qu'ils ont profité de ce moment-là pour lui extorquer des aveux. C'est d'ailleurs ce que défendra mot pour mot son avocat lors du procès aux assises de Saint-Omer en 2009. Elle en a assez. Elle sort de 48 heures de garde à vue. Elle est sous pression permanente. Poser des questions dans le véhicule, c'est interdit, c'est illégal. La loi de juin 2000 oblige à ce que toutes les questions soient notées. Sur la route du transfert, ma cliente était en plein désarroi. Les policiers vont creuser un abysse psychologique et elle va finir par dire ce qu'ils voulaient entendre d'elle. C'est une honte. L'accusation le sait. Ses aveux sont hors cadre légal. Mais restent malgré tout à charge. Si l'on ajoute au mensonge de Béatrice Matisse ses aveux, avec des précisions que les policiers n'auraient pu inventer, tout l'accuse. Comment les policiers auraient-ils pu aller chercher l'histoire de cette arme qu'elle aurait jetée dans un conteneur? Quoi qu'il en soit, ces aveux sont sans valeur juridique. Alors il va falloir muscler le dossier, et notamment trouver un mobile. Pourquoi Béatrice Matisse aurait-elle tué de 58 coups de couteau la femme d'un ex-mari qu'elle a elle-même quitté 30 ans plus tôt? En août 2003, 6 mois après la mort de Monique, les enquêteurs réentendent l'entourage de la victime. On va découvrir finalement une famille recomposée, mais pas aussi soudée qu'elle n'y paraissait. Une sombre histoire a ébranlé la famille 10 ans plus tôt. Et c'est Jean-Luc, encore lui, qui à l'époque a été mis en cause. Le petit-fils de Béatrice, fils de l'une de ses filles, aurait révélé qu'il aurait été l'objet d'attouchements de la part de Jean-Luc. Jean-Luc a toujours fermement contesté toute responsabilité. Aucune plainte n'a jamais été déposée et cette histoire a finalement laissé des traces, une cicatrice au sein de la famille, beaucoup de rancœur. Rien n'a jamais été prouvé. Est-ce que c'était vraiment ça le fond de l'affaire? Parce que finalement, si les clans se sont divisés, c'est à cause de ça, à cause de cette histoire. Et ce soir-là, est-il possible que les deux femmes se soient rencontrées, peut-être à l'initiative de Béatrice pour organiser ce fameux repas de famille? Et peut-être Monique a-t-elle conduit Béatrice brutalement en lui disant « Je veux pas de ça, ta fille c'est une garce, elle a dénoncé mon fils, c'était monstrueux, etc. » Les policiers pensent enfin avoir le mobile. Vrai ou pas, Béatrice Matisse et sa fille ont cru l'enfant. Mais depuis sa prison, l'accusé clame toujours son innocence. L'instruction se poursuit, et 2 ans plus tard, son avocat réussit à la faire remettre en liberté sous contrôle judiciaire. Mais en 2009, elle est finalement renvoyée devant les assises du Pas-de-Calais pour être jugée. Le 5 octobre 2009, Béatrice Matisse comparaît donc libre au tribunal de Saint-Omer. On va découvrir une petite bonne femme qui s'explique clairement, qui s'exprime bien.
qui paraît spontanée. Elle est sûre d'elle, elle n'a rien fait. Voilà, il faut qu'elle se fasse entendre et elle le fait bien. Elle le fait très très bien. Et pour la défendre, elle a fait appel à un ténor du barreau, Maître Dupond-Moretti. L'avocat va attaquer bille en tête. D'après lui, l'enquête a été bâclée. Alors, il y a la scène de crime qui a été manifestement souillée par ces gens de la Ligue de protection des animaux, par ceci, cela. Il y a ces aveux dans la voiture, recueillis dans des conditions totalement illégales. Voilà, tout ça fait que la sauce prend pour la défense, mais quasi dès la première minute de ce procès. La stratégie de la défense, donc, faire le procès de la police. Et donc, quand les policiers arrivent à la barre, ils se font démonter, clairement malmenés pendant toute leur audition par l'avocat de la défense. Puis le médecin légiste vient apporter un sérieux coup de main à la défense. La scène de crime comporte encore une zone d'ombre. Comment la victime, criblée de coups de couteau, a-t-elle pu faire ces quelques pas dans le jardin sans qu'il n'y ait de sang sur le trajet? Il est évident que si elle était vivante, elle avait obligatoirement une pression artérielle, donc elle aurait continué à saigner et on aurait des traces de sang, au moins des taches, tout au long de ce chemin entre les deux, qui n'est pas énorme, ça fait 1,50 m, mais il n'y a strictement rien. Pour moi, le corps a été déplacé. Or, la victime est une femme corpulente. L'accusée est une femme qu'on peut qualifier de fluette. Et très rapidement, l'on comprend que Béatrice n'a pas pu porter le corps. Que ce n'est pas possible. L'avocat général encaisse le coup. En fait, on ne sait plus ce qu'on fait là. En fait, le dossier a explosé, littéralement explosé. En fait, ce n'est plus l'affaire Matisse, c'est l'affaire d'un dossier mal ficelé. Au troisième jour du procès, l'avocat de la défense frappe toujours et pointe encore de nouvelles lacunes. Selon les premières constatations, on trouve un bouton sur la scène de crime, qui n'a semble-t-il pas été arraché à l'un des vêtements de Monique Lejeune. Alors à qui appartient-il? Mystère. Y a-t-on prélevé de l'ADN? Que nenni. Et puis, où est donc passé ce pantalon de travail bleu-gris, marqué par des taches sombres? J'aimerais bien qu'on fasse essayer ce pantalon à Jean-Luc. KO debout, l'avocat général suspend le procès. Il faut, dans la recherche de la vérité, de l'exigence. Bien sûr qu'il faut demander à des experts si le corps a pu être déplacé, en s'appuyant sur les photos prises en 2003. Il faut chercher des empreintes d'ADN sur les vêtements. C'est une évidence. Il faut retrouver les scellés manquants. Surtout le pantalon découvert chez le beau-frère de Jean-Luc. Cette exigence de vérité impose que ce procès soit renvoyé. Le procès est donc renvoyé. Le dossier paraît, à ce stade, complètement vide. Plus rien ne semble accuser Béatrice Matisse. Elle a toujours affirmé qu'elle était totalement innocente et si les investigations nouvelles permettent de le démontrer, ce sera pas plus mal. Retour au tribunal de Saint-Omer, 1 an plus tard. Les analyses n'ont rien donné de nouveau et le scellé du pantalon est définitivement perdu. Le procès prend alors une autre tournure. Il devient celui du fils aîné de la victime, Jean-Luc, pourtant assis sur les bancs de la partie civile. Et donc, ce que fait Maître Dupond-Moretti, c'est ce que fait l'avocat de la défense de manière générale. Il essaie de déplacer le truc en disant, regardez, changer d'éclairage, les mêmes éléments sous un éclairage différent, on peut les voir différemment. Il n'accuse jamais Jean-Luc. Jamais il dit que c'est lui qui est coupable, c'est lui qui... Mais le dossier est toujours aussi mal ficelé. Donc, on dit que c'est Madame Matisse, mais pourquoi ce ne serait pas Jean-Luc ? Je me suis trouvée dans une position très originale, celle finalement de la partie civile qui se retrouve du banc de la victime au banc de l'accusé. Le président décide alors d'entendre le petit-fils de Béatrice Matisse. Le jeune garçon qui aurait subi des attouchements de la part de Jean-Luc. Il a aujourd'hui 20 ans. Et c'est lui qui, à nouveau, va faire basculer le procès. Il est au milieu de ce procès très digne. C'est lourd. Cette audition, elle est pesante,
Et surtout, là, on se pose tous un tas de questions, quoi. C'est compliqué. C'est très compliqué. Tous les regards se braquent sur Jean-Luc. On en oublierait presque que ce témoignage était considéré comme un mobile pour Béatrice Matisse. Vient alors le moment du réquisitoire. L'an passé, lors du premier procès, j'étais animée par cette recherche de vérité judiciaire. Cette recherche était nécessaire avant que je livre aux jurés mon intime conviction. Béatrice Matisse a tué Monique Lejeune. Et elle l'a avoué dans la voiture de police. Comment les policiers auraient-ils pu imaginer cette histoire d'armes jetées dans un conteneur? Détail frappant. Le meurtre de Monique Lejeune est le résultat d'une rencontre qui, ce soir-là, a mal tourné. Je requiers, à l'encontre de Béatrice Matisse, une peine entre 12 ans et 15 ans de prison. Fidèle à sa ligne de défense, l'avocat de Béatrice Matisse lâche un dernier uppercut. Parce que ma cliente a prêté serment, et parce qu'elle a menti, alors elle est coupable. C'est ça. Jean-Luc, lui, a vite été écarté de cette affaire. Parce que Jean-Luc, il a peur, parce que Jean-Luc, il panique, parce que Jean-Luc, il n'a pas de mobile, et ma cliente. Alors, j'aurais bien voulu lui faire essayer le pantalon retrouvé chez son beau-frère, à Jean-Luc. Seulement voilà, vous l'avez perdu. Parce que si c'est le bordel chez ma cliente, comme l'a écrit le juge d'instruction, alors qu'est-ce que c'est au tribunal de Boulogne? Mesdames et messieurs les jurés, les failles de cette enquête ne peuvent pas aller contre ma cliente. Cette femme, si vous la condamnez, alors la justice sera morte. Et nous irons nous coucher. Le soir même, le verdict tombe. Béatrice Matisse est acquittée. Un soulagement, un bonheur immense, un soulagement immense. Je peux pas traduire tellement c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des éclats de voix, des pleurs. Toute la famille Matisse est réunie et l'avocat est aux anges. Mais d'un autre côté, c'est le drame des procès. On a une autre famille qui cherche encore un coupable. Si c'est pas elle, c'est qui? C'est Jean-Luc? Non. Mais le doute va planer. Le parquet, lui aussi insatisfait de la décision, fait appel. En janvier 2012, un deuxième procès s'ouvre à la cour d'appel de Douai. Il y a bientôt 10 ans que dure cette procédure. Madame Matisse, elle a toujours affirmé qu'elle était totalement innocente. Elle a vécu très difficilement un premier procès qui était long. Voilà, un deuxième procès ici. Le ministère public, d'ailleurs, se plaisait à dire à qui voulait l'entendre en première instance que ça avait été bien jugé. Voilà, comprenne qui pourra. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette fois-ci, la défense va se heurter à un avocat général très déterminé. Écoutez, dès le départ, il y a eu de très vives altercations entre l'avocat de défense, M. Dupond-Moretti et moi-même, parce que j'ai absolument refusé de le suivre sur la ligne qu'il souhaitait donner. C'était de diriger les jurés vers le fils de la victime, en laissant accréditer l'idée que l'information avait été mal réalisée et que l'auteur des faits pouvait bien être ce jeune homme. Et ça m'a beaucoup choqué. Dans le prétoire, les débats tournent au duel. L'avocat général connaît très bien Maître Dupond-Moretti et donc de toute façon il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que quand Maître Dupond-Moretti s'emporte, il y a toujours l'avocat général qui est là pour lui répondre. Donc à partir de là, on sent bien que l'ambiance elle va pas être pareille. Béatrice Matisse est elle aussi malmenée par l'accusation. J'ai l'impression de quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, qui est toujours sur la défensive du fait qu'effectivement elle est attaquée, mais qui a envie de répondre. Mais on ne sait pas très bien où elle veut en venir. Elle revient toujours sur ses versions. Quand on la contredit, elle dit oui, mais ça c'est parce que, en fait, ah ben non, en fait je me suis trompée. Et ça, c'est sûr que ça a dû marquer les jurés.
L'avocat général prend alors la parole et rappelle un à un tous les éléments qui accusent Béatrice Matisse. Ma parole est libre. Ma conviction m'anime. Je suis convaincue de la culpabilité de Béatrice Matisse. Il y a son ADN sous les ongles de la victime. N'oublions pas les aveux circonstanciés dans le véhicule de police. Je vous demande de faire preuve de logique, de bon sens. Béatrice Matisse est une femme qui vous noie sous un flot de paroles, qui tente de vous séduire. Elle a tout calculé. Elle a tout pensé. Soyons clairs. Tout l'accable. La défense, très irritée par l'opposition dont fait preuve l'avocat général, va une dernière fois tenter de semer le doute chez les jurés. J'ai la trouille. Aujourd'hui, j'ai la trouille. Parce que on ne peut pas se contenter d'impressions. Et aujourd'hui, ici, c'est ce que l'on fait. Tout à l'heure, mesdames et messieurs les jurés, souvenez-vous du serment que vous avez prêté. Le doute ne peut pas envoyer en prison. Ici, on écrit l'histoire, mais il faut des preuves. Des preuves. Ce dossier m'est insupportable, parce qu'il n'est ni fait ni à faire. Alors, vous avez le droit de ne pas savoir, mais vous n'avez pas le droit d'envoyer cette femme derrière les barreaux. Si vous n'avez pas la certitude extrême qu'elle est coupable. Le délibéré n'aura duré que 2h30. Et cette fois-ci, l'accusation a gain de cause. Après avoir été acquittée en première instance, Béatrice Matisse vient d'être condamnée à 15 ans de prison ferme. Arrivée libre, elle est donc repartie menottée. C'est toujours un constat d'échec, en fait, d'envoyer les gens en prison pour des longues peines. Mais pour moi, c'est un double résultat. D'abord, c'est la condamnation de Béatrice Matisse, dont je suis absolument persuadé de la culpabilité. Et deuxièmement, ce qui était très important pour moi, c'est la réhabilitation de Jean-Luc. C'est ce qui explique que c'est une affaire dont je me souviendrai toujours, parce qu'il y avait un double enjeu. Et que cet enjeu-là, je pense que la justice ne pouvait pas passer à côté. Mais ce dernier procès, plus que sur des preuves, ne s'est-il pas plutôt joué sur la persuasion des hommes qui ont porté l'accusation et la défense? Comment, avec un même dossier, peut-on passer de 0 à 15 ans de prison? La justice, elle est humaine. Hein. Elle est humaine, et tant mieux. Parce que peut-être qu'un jour, on mettra à la place des juges et des tribunaux de grands ordinateurs, et puis on appuiera sur une touche, et clac, ça nous donnera une décision de justice. Ce sera valable dans toutes les matières. Mais cette justice-là, moi, je ne veux pas la connaître. Jamais. Parce que notre justice, elle est rendue par des hommes. Elle est rendue par des hommes et des femmes, et elle est rendue pour des hommes et des femmes. Et au nom d'hommes et de femmes qui constituent le peuple français. Une justice d'homme qui a finalement condamné Béatrice Matisse à 15 ans de prison. Car pour les jurés, ce jour-là, tout l'accusait.